Et bienvenue dans mes comptes rendus de lecture. Chaque semaine, je vous présente un livre de ma bibliothèque et je vous en fais un résumé et je vous conseille aussi des lectures et des éditions. Cette semaine, c'est l'Anabase de Xénophon. Et j'ai choisi euh, comme édition les éditions des classiques jaunes qui a été encore une fois choisi pour des raisons économiques, puisque nous avons l'ensemble de l'anabase, en français seulement, pour une somme modique, compte tenu des prix des prix excessifs qui sont pratiqués chez Guillaume Budet. Mais on n'aura pas forcément le texte grec. Mais du moins, j'essaye de vous conseiller des éditions qui font, qui font figure d'introduction aux humanités. Il est de coutume, quand on entre dans l'étude des humanités et des belles lettres, d'apprendre d'abord le fond historique avant de s'attaquer à la compréhension des textes anciens, latins et grecs. Donc l'Anabase, un texte fondamental pour la culture gréco-latine, qui a été composé par Xénophon. Xénophon, qui c'est ce Xénophon? Eh bien, Xénophon, c'est un Athénien qui est né vers 430 avant notre ère. Et dans sa jeunesse, c'était un disciple de Socrate, comme l'a été Platon. D'ailleurs, ils se connaissaient bien, Xénophon et Platon. Bon, il y avait une certaine rivalité entre eux. Une rivalité d'abord de disciples, et puis ensuite une rivalité littéraire. Car Xénophon a écrit des textes sur Socrate, et Platon n'a fait que ça, d'écrire des textes sur Socrate. Et ce qui est marrant, c'est de comparer le banquet de Xénophon et le banquet de Platon. Sur un même événement, on a deux versions différentes. Et donc deux, euh, deux personnalités qui se détachent. Ça a fait un peu penser aux évangiles finalement. Il y a 4 évangiles qui racontent les mêmes événements et elles sont un peu toutes différentes. Bah là, si on transpose ça à Socrate, on a deux banquets, le banquet de Xénophon et le banquet de Platon. Xénophon, la particularité de Xénophon, et ce en quoi il se différencie de Platon, c'est qu'il est, d'accord, il est disciple de Socrate, mais il est aussi ce qu'on appelle l'aconophile. L'aconophile, ce qui veut dire qu'il aime les Spartiates. Il nourrit une très grande admiration pour les Spartiates. Et c'est cette très grande admiration pour les Spartiates et pour les gouvernements dits aristocratiques ou oligarchiques qui va le mener et qui va l'amener à participer à l'expédition des 10 000, qu'on appelle l'Anabase, que Xénophon a appelé l'Anabase. Quel est le contexte de l'écriture de l'Anabase? Du moins, non pas de l'écriture de l'Anabase, mais de cette expédition dite des 10 000. Eh bien, on est en 401 avant Jésus-Christ. Athènes a été vaincue par Sparte à l'issue de la guerre du Péloponnèse et de la victoire de Lysandre à Égos Potamoi. Et Sparte a vaincu Athènes grâce à l'or du roi des Perses, grâce à l'or de l'Empire perse. L'Empire perse qui s'est rendu compte que Athènes et la puissance de la Ligue de Délos étaient trop dangereuses pour les Perses. Et les Perses ont décidé d'aider financièrement les Spartiates à financer une flotte. Et les Spartiates ont pu vaincre les Athéniens en
en investissant la puissance navale. Pour battre les Athéniens, il fallait les battre sur la mer. Il fallait que Sparte se fasse thalassocratie. Et Sparte s'est fait thalassocratie grâce à l'or du grand roi, grâce à l'or de Cyrus le jeune, qui a soutenu les efforts spartiates et qui a permis aux Spartiates de vaincre les Athéniens en mer Égée. Donc Athènes a été vaincue, et à la fin de cette guerre du Péloponnèse, en 404, donc peu après, il y a un conflit intérieur qui va surgir au sein même de l'Empire perse. Ce conflit intérieur, ce conflit fratricide, cette guerre civile, elle va opposer Cyrus le Jeune, Cyrus dit le Jeune, à Artaxerxès II. Cyrus le Jeune conteste le trône à son grand frère Artaxerxès II, qui est installé à Suse. Cyrus, lui, gouverne la province de Lydie depuis la fin de la guerre du Péloponnèse, et il va profiter de ces liens, des liens qu'il a tissés avec Sparte, pour déclarer la guerre à son frère et essayer de s'emparer du trône des Perses. Et grâce aux liens qu'il a tissés avec Lysandre, grâce aux liens qu'il a tissés avec d'autres généraux spartiates, il va monter une expédition qu'on va appeler l'expédition des 10 000. Pourquoi l'expédition des 10 000 ? Parce que ça va être 10 000 mercenaires grecs. Cyrus le Jeune va rassembler sous ses ordres 10 000 mercenaires grecs, dont la plupart sont des Spartiates, ou du moins des Péloponnésiens, et d'autres et des Thébains. Finalement, c'est la Ligue du Péloponnèse, ce sont des mercenaires issus de la Ligue du Péloponnèse qui vont se battre pour Cyrus le Jeune. Et Xénophon, qui a reçu une formation militaire, qui sait se battre et qui en plus aime beaucoup les Spartiates, et puis on est dans un monde vraiment dominé par Sparte à l'issue de sa victoire contre Athènes, et ben il va être invité à participer à cette expédition par un de ses amis, un ami qui est tout aussi laconisant que lui, qui est Proxène de Thèbes, qui va l'inviter à participer à cette expédition pour se faire, je sais pas, pour aller à l'aventure, pour ramasser de l'argent, pour se constituer une carrière et un butin considérable, puisqu'il est de réputation publique que les Perses sont excessivement riches. Et voilà, pour se créer une situation finalement. Xénophon va sauter sur l'occasion et va donc se rendre à Sardes pour participer à l'expédition des 10 000 en tant que mercenaire. Et ces 10 000 mercenaires, eh bien, ils vont descendre jusqu'en Mésopotamie pour vaincre les armées perses. Cette descente, on ne l'appelle pas l'anabase, on l'appelle la catabase. C'est la descente en grec, la catabase. Donc la catabase, Xénophon il va être plutôt en retrait puisqu'il y a déjà des grands généraux péloponnésiens qui mènent l'expédition sous les ordres de Cyrus le Jeune. Donc ces 10 000, ils vont marcher sans trop d'encombre et assez facilement ils vont s'enfoncer jusqu'au cœur de l'Empire perse en Mésopotamie. Et c'est là qu'ils vont rencontrer les armées du roi Artaxerxès II, le grand frère de Cyrus le Jeune. Et va s'enclencher une bataille mémorable qu'on appelle la bataille de Cunaxa, qui va voir s'affronter ces 10 000 mercenaires grecs et les Perses de la province de Lydie contre les Perses et quelques mercenaires grecs aussi sous les ordres d'Artaxerxès II.
Et normalement, la victoire était assurée pour Cyrus le Jeune, puisqu'il avait une force. Il avait sous ses ordres la force la plus considérable de l'époque. Il avait sous ses ordres des hoplites. Il n'y avait pas meilleure arme de guerre que des hoplites à l'époque. Artaxerxès II était dans sa tête, il était perdant. Il était perdant. La bataille de Cunaxa, qui est normalement une victoire assurée pour Cyrus le Jeune, va être perdue. Pourquoi ? Parce que Cyrus le Jeune, un peu ensuite à l'image d'Alexandre, mais Alexandre lui va survivant, à cause des pulsions de ses pulsions de jeunesse, il va charger, il va essayer d'attaquer son frère, il va essayer de le blesser. Et effectivement, il blesse son frère, il essaye de tuer son frère, son grand frère. Il le blesse, mais il va s'isoler du reste de son armée. Et finalement, il va être tué par un coup de lance qu'un Perse lui a lancé. Et mort bête, puisque à cause de la charge inconsidérée de Cyrus le Jeune, la bataille est perdue. Cyrus le Jeune est mort en essayant de tuer son grand frère, qui essayait de refuser le combat, forcément. Et comme Cyrus le Jeune est mort, l'expédition tombe à l'eau. Puisque l'objet de l'expédition, c'était de mettre Cyrus le Jeune sur le trône de Perse à la place d'Artaxerxès II. Et donc là, les Grecs vont être très embêtés. Très embêtés. Ils voulaient faire un grand butin, ils voulaient être récompensés admirablement par le nouveau roi de Perse, et là, leur prétendant est mort sur le champ de bataille. Donc c'est pas forcément une défaite, puisque ensuite ils vont camper ces 10 000 mercenaires. Ils vont camper sur leur position, et les Perses, la cavalerie perse, quand on va essayer de les déloger, à chaque fois va se faire détruire littéralement. Les Perses sont conscients que ces 10 000 mercenaires sont invincibles, ont une puissance de frappe beaucoup trop puissante pour eux. Et donc, ces mercenaires qui sont là, toujours 10 000 intacts, qui ont perdu presque, qui n'ont subi presque aucune perte, et qui même occupent le champ de bataille. Ils s'occupent le champ de bataille. Finalement, sans la mort de Cyrus, c'est une victoire, mais large pour les 10 000. Ils occupent le champ de bataille, mais comme ils n'ont plus de chef, il faut bien qu'ils se rendent ou qu'ils essayent de repartir. Et les chefs ne vont pas prendre tout de suite le parti de repartir chez eux. Ils vont essayer de négocier avec Artaxerxès II. Ou du moins, c'est Artaxerxès II qui va essayer de négocier avec eux par l'intermédiaire de Tissaphernes, l'un de ses grands généraux. Tissaphernes va promettre au chef de l'expédition des 10 000, et notamment à Cléarchos, à Cléarque, de se rendre et de se rallier même à Artaxerxès II. Et Cléarchos va, comme il connaît bien Tissaphernes, puisque Tissaphernes c'est un satrape des provinces d'Asie, il va le croire, et puis tous les chefs, tous les mercenaires, tous les chefs des 10 000 vont être convoqués chez Artaxerxès pour négocier une reddition à l'amiable et un retour chez eux avec provision et avec la sécurité du passage, du retour. Et là, Artaxerxès, il ne va pas tenir parole. Il va tous les faire décapiter. Cléarque, Proxène de Thèbes et d'autres grands chefs grecs et péloponnésiens dont j'ai oublié le nom, il y en a au moins 5, ils sont tous décapités. Pourquoi Artaxerxès fait ça ? Il se dit, si je décapite l'état-major, je pourrais tuer tous les autres. Il n'y aura plus de commandement. Donc les 10 000
Et je vais les tuer, comme ça ils reviendront plus jamais oser. Ils n'oseront plus jamais revenir pour me menacer et pour menacer l'ensemble de l'Empire perse. Donc il tue Cléarque, il tue tous les chefs. Et c'est là que Xénophon prend en main l'expédition. C'est là que Xénophon, d'un statut qu'il était d'observateur, va devenir un meneur d'hommes. Et il va mener ses hommes vers la sortie, vers la Grèce. On annonce à Xénophon et au reste des 10 000 que tous les chefs ont été tués, ils ont été trahis par les Perses. Et ça m'étonne pas, hein, de la part des Perses. Cette mauvaise foi, la mauvaise foi des Perses est proverbiale chez les Grecs. Peut-être que cet événement-là a encore accentué cette réputation de mauvaise foi que les Grecs attribuent aux Perses et aux Mèdes. Et là, les 10 000 sont choqués. Et Xénophon et d'autres Grecs vont prendre la tête, vont s'improviser chef de cette expédition des 10 000 qui n'a plus de chef, qui n'a plus d'état-major. Et ils vont prendre le parti de rentrer chez eux, voilà, de rentrer en Grèce, dans leur Grèce. Et bien entendu, ça va être difficile. Et c'est là que commence l'anabase. L'anabase en grec, c'est la montée. Ils vont remonter l'Euphrate, ils vont remonter la Mésopotamie pour arriver en Anatolie et ensuite suivre les côtes anatoliennes afin de revenir en Grèce. Et Xénophon va, tout au long de ce livre, retracer les péripéties du retour. Les attaques, les escarmouches, puisque les Perses harcèlent les 10 000. Et ils vont perdre, en tout et pour tout, 2000 hommes sur 10 000, ils vont perdre 2000 hommes, voire moins. C'est dire la force de résilience des Hoplites et leur très très grande supériorité tactique et militaire sur les Perses. Cette expédition-là, même si ça a été un échec finalement, elle démontre que c'est facile de vaincre les Perses. L'expédition des 10 000, c'est juste une preuve manifeste pour toute la Grèce, et leur retour en plus, c'est surtout leur retour. Leur retour sans chef, ils reviennent sans chef, ils arrivent à revenir sans chef, en n'ayant perdu que 2000 hommes, ou moins même. C'est une preuve que l'Empire perse est faible, et que l'Empire perse, pour se défendre, a besoin de mercenaires grecs, et que la Grèce est beaucoup plus forte finalement que cet Empire perse. Donc voilà, les Xénophon revient, passe par l'Anatolie, par l'Arménie, arrive à Sinope et remonte tout le chemin. Et il est harcelé par divers peuples qui vont lui barrer la route. Et c'est là que voilà, il nous conte son expédition. Et finalement, à la fin, il retourne à Sardes, donc base de départ, à la rencontre du roi de Sparte qui, entre-temps, avait organisé, en parallèle de cette expédition des 10 000, mais un peu plus tard, avait organisé une attaque des provinces perses. Après la mort de Cyrus le Jeune, le roi de Sparte, Agésilas II, et d'autres avant lui, ont pris le parti d'attaquer l'Anatolie, d'attaquer les côtes anatoliennes, les côtes de l'Asie mineure, dans le but de délivrer les Grecs. Puisque comme Sparte a pris la place d'Athènes, et comme Sparte, en prenant la place d'Athènes, a aussi pris la responsabilité de protéger l'ensemble du monde grec, Sparte a attaqué les Perses pour libérer ce qu'on appelle la Grèce d'Asie, qui est constituée par l'Ionie, et de rendre leur liberté aux Grecs qui étaient alors soumis aux Perses. Donc Xénophon revient avec les 10 000 à la rencontre d'Agésilas, et ces 10 000 mercenaires vont s'éparpiller, rentrer chez eux,
Et il y en a une partie substantielle qui va rester avec Agésilas pour continuer à faire la guerre aux Perses. Donc c'est ça l'expédition des 10 000. L'expédition des 10 000, c'est une aventure militaire, mais c'est aussi une aventure documentaire sur les contrées perses. C'est la première fois que des Grecs s'aventurent aussi loin finalement. Jamais Grec avant l'expédition des 10 000 n'était parti jusqu'en Mésopotamie, jusqu'au cœur de l'Empire perse. Et jamais Grec n'était revenu, et jamais autant de Grecs n'étaient revenus. Jamais autant de Grecs n'avaient été témoins de la faiblesse de l'Empire perse et aussi des merveilles que cache l'Empire perse. Et cette expédition des 10 000 elle va susciter par la suite beaucoup d'engouement pour une attaque contre les Perses et pour une union des Grecs et une libération des Grecs d'Asie. Donc, le texte est correct, la traduction est correcte, il y a peut-être quelques coquilles, mais je vous le conseille si vous voulez vous instruire sur l'anabase et profiter du bagage culturel que l'anabase constitue, et l'anabase va continuer et continue d'inspirer la science militaire et l'émulation des soldats. Voilà. Les Romains ont admiré l'anabase, l'ont révéré l'anabase. Et puis Xénophon ensuite, quand il va retourner à Athènes, comme il a aidé Sparte, il va être exilé de sa patrie d'Athènes et il va vivre en Élide sous la protection des rois de Sparte, et c'est là qu'il va composer l'anabase. C'est là qu'il va ensuite composer les Helléniques qui sont la continuation du récit de Thucydide et qui vont s'arrêter jusqu'à la bataille de Mantinée. Donc si je vous conseille une chronologie de lecture, commencez par l'anabase et lisez ensuite les Helléniques. Peut-être lisez avant Thucydide, il faut lire avant Thucydide, et là vous avez une chronologie parfaite de la Grèce du 5e au 4e siècle avant Jésus-Christ. Donc je vous conseille de lire Xénophon et de le lire à prix économique chez les éditions Classique Jaune.